Qu'est-ce qu'une ponction lombaire? Une ponction lombaire est un prélèvement de liquide cérébrospinal de quelques millilitres en bas du dos, en dessous de la moelle épinière. Donc ce n'est pas un prélèvement de moelle épinière ou de moelle osseuse. Qui pratique la ponction lombaire? Tout médecin peut être amené à pratiquer une ponction lombaire un jour pendant sa carrière, ne serait-ce qu'aux urgences où on a beaucoup de ponctions lombaires qui sont pratiquées du fait des suspicions de méningite ou d'hémorragie méningée notamment. Est-ce un acte médical fréquent? La ponction lombaire est un acte qui peut être pratiqué par tous les médecins. C'est donc un acte extrêmement fréquent. Il y a environ 300 000 ponctions lombaires en France par an. Et sur Paris, dans les hôpitaux de la PHP, il y a environ 145 ponctions lombaires par jour. Quels sont les effets secondaires? Les effets secondaires de la ponction lombaire sont rares. L'effet secondaire le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-ponction lombaire. C'est la survenue d'un mal de tête quand le patient se lève. Depuis très longtemps, on a tous appris et on a tous enseigné que pour éviter ce fameux syndrome post-PL, il fallait prélever peu de liquide, laisser le patient allongé plusieurs heures, voire 24 heures dans certaines équipes, et l'hyperhydrater, c'est-à-dire le faire boire beaucoup. Tout ça, toutes ces notions sont des idées fausses. Les études ont montré que le seul moyen de diminuer le risque de syndrome post-ponction lombaire, c'est d'utiliser les nouvelles aiguilles que l'on appelle atraumatiques et qui ne font pas de trous dans la méninge, donc le liquide ne coule pas après la ponction lombaire et ne donne pas de mal de tête. Les autres risques de la ponction lombaire sont des risques exceptionnels. Ils sont tellement rares que nous n'avons pas une fréquence exacte. C'est notamment les hématomes lombaires ou périduraux ou épiduraux et ils surviennent environ dans un cas pour 2 millions de ponctions lombaires. Comment l'informer de la procédure en elle-même? Pour une raison qu'on ignore, en tout cas que moi j'ignore, la ponction lombaire est un geste, est un mot qui fait peur. Donc quand on propose une ponction lombaire à un patient, quel qu'il soit, jeune, âgé, avec troubles cognitifs, sans troubles cognitifs, il faut leur expliquer le geste, il faut leur expliquer que c'est en dessous de la moelle épinière, que ce sera quelques gouttes, quelques millilitres de liquide. Plus spécifiquement pour les patients qui ont quelques troubles de la mémoire et qui peuvent avoir quelques troubles de la compréhension, pour que ce soit plus clair dans leur esprit, en consultation, on leur mime le geste. C'est-à-dire que sur la table d'examen du box de consultation, on les fait asseoir comme pour une ponction lombaire, on les fait mettre en position le dos arrondi comme pour une ponction lombaire et on leur mime, on leur montre, on leur fait sentir où on prélèvera et avec un petit coup d'ongle, on leur fait sentir qu'on va piquer ici. Donc le patient a une idée très précise de ce qui va se passer, il sait qu'il n'y aura pas d'anesthésie générale, que ça se passera au lit du patient et que ça durera quelques minutes. Anatomie pour la ponction lombaire. Le rachis est constitué d'une succession de vertèbres qui sont séparées entre elles par les disques intervertébraux. La vertèbre est constituée de différentes parties. Il y a le corps vertébral et puis après, vers l'arrière, il y a des extensions qu'on appelle apophyses, soit transverses, soit épineuses. Entre la partie postérieure du corps vertébral et l'apophyse épineuse, il y a un petit canal qu'on appelle le canal rachidien et c'est dans cet endroit que se trouve la moelle épinière entourée des méninges et du liquide. La moelle épinière, elle s'arrête au milieu du dos environ et en dessous restent les méninges, le liquide et quelques racines. Pour aller faire la ponction lombaire, on pique en lombaire, comme son nom l'indique, vers la lombaire, la 3e ou la 4e lombaire, ou entre la 4e et la 5e lombaire. Donc l'accès se fait par la partie postérieure, par le dos, on palpe les épineuses et avec l'aiguille, on passe au milieu de l'espace interépineux et on se dirige tout droit, parallèlement à l'apophyse, jusqu'au canal lombaire. Donc ce canal lombaire, il est juste après la fin de l'apophyse épineuse.
Donc pour faire la ponction lombaire, nous n'avons pas besoin de toucher au disque intervertébral ou de le traverser, ni de traverser le corps vertébral en lui-même. La ponction lombaire en pratique. La première étape importante pour la ponction lombaire est de bien installer le patient, donc en position assise ou allongée, et surtout il faut s'assurer que le bas du dos est arrondi pour écarter les apophyses épineuses et laisser le passage à l'aiguille. Une fois que le patient est bien installé, avec le bas du dos arrondi, on repère l'endroit où on va piquer. Donc on repère les hanches du patient qui, pour ce cas, se trouvent ici. On rejoint les 2 pouces sur le rachis et on va piquer sur ce qu'on appelle la ligne des hanches. Une fois qu'on a la ligne des hanches, on va sentir les apophyses épineuses du patient et il y a un espace entre 2 apophyses successives et on va piquer dans ce petit creux qu'on appelle l'espace interépineux. Donc on prend notre guide, on s'assure d'être au bon endroit, on ressent l'espace interépineux et on enfonce le guide environ de moitié selon la morphologie du patient, mais la majorité du temps, c'est à mi-longueur du guide. Ensuite, on prend l'aiguille avec le mandrin à l'intérieur et on glisse l'aiguille dans le guide jusqu'au moment où on sent une petite résistance qui là est ici et cette résistance cède. Une fois que la résistance a cédé, nous sommes au bon endroit, c'est-à-dire dans l'espace où se trouve le liquide. Une fois qu'on est dans cet endroit, on enlève le mandrin pour recueillir le liquide qui coule comme un robinet qui fuit en fait. Et une fois que c'est terminé, on remet le mandrin jusqu'au bout avec la petite encoche bien en place et on enlèvera le guide et l'aiguille d'un seul coup, tous ensemble. Quels sont les bénéfices pour le patient de doser les biomarqueurs du LCS qu'il n'aura pas avec une autre méthode? L'analyse du liquide cérébrospinal peut être utile dans énormément de situations cliniques en médecine. Peut être utile dans beaucoup de pathologies. Depuis quelques années, nous avons la chance d'avoir des biomarqueurs de maladies neurodégénératives et notamment de maladies d'Alzheimer. Et ces biomarqueurs nous permettent de trouver la cause des troubles du patient, des troubles cognitifs du patient. Ce qui est très souvent ignoré, c'est la cause des troubles. Le patient a des troubles cognitifs, on se rend compte qu'il a des troubles cognitifs, on dit voilà, il a probablement une maladie d'Alzheimer. Et puis, dans beaucoup de cas, ça ne va pas plus loin. Or, si on ne fait pas de biomarqueurs, eh bien, on se rend compte que dans 1 cas sur 3, quand on annonce une maladie d'Alzheimer, eh bien, c'est une erreur diagnostique. Les études neuropathologiques l'ont montré depuis 30 ans. Dans le cadre des essais thérapeutiques où on vérifie que les patients ont bien une maladie d'Alzheimer, on se rend compte que dans 30% des cas, ces patients qui ont une maladie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer, en fait, n'en ont pas. Donc l'importance des biomarqueurs, c'est d'être certain du diagnostic, d'avoir une cause au trouble et puis aussi, dans l'autre cas, c'est d'éliminer ou d'exclure le fait que ça puisse être une maladie d'Alzheimer si les biomarqueurs sont normaux. L'autre point essentiel qui est spécifique des biomarqueurs du liquide cérébrospinal, c'est que ce sont les seuls marqueurs qui nous permettent de mettre en évidence toutes les protéines de la maladie d'Alzheimer, à savoir la bêta et la tau. Aujourd'hui, aucun autre examen ne permet en une seule fois de mettre en évidence ces 2 protéines et donc de confirmer le diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de l'exclure.